lancement de l'édition 2018 de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Procès Boubacar Yalkoy contre la Cour constitutionnelle du Mali, la presse plus que jamais mobilisée pour soutenir leurs confrères. Rencontre préparatoire du Salon national des professionnels de la couture du Mali, ce jeudi 24 novembre 2018 à l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Voici pour vous les sommaires de l'hebdo de cette semaine. Nous sommes dimanche 2 décembre 2018. Bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision comme annoncé dans les titres. Cérémonie d'ouverture officielle de l'édition 2018 de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. C'était ce jeudi 29 novembre 2018 au parc des expositions de Bamako. Reportage Angèle Koulibaly, Moussa Timbini. Chaque année est célébrée la journée de l'industrialisation de l'Afrique décrétée par les Nations Unies. L'objectif est d'inciter les pays africains par le processus d'industrialisation. Cyril Ashka, président de l'OPI, l'organisation patronale des industriels du Mali. Le 20 novembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de l'industrialisation de l'Afrique décrétée par les Nations Unies sous la résolution 44-237 du 22 décembre 1989. Le but ultime est d'inciter les pays africains à s'engager dans le processus d'industrialisation et de susciter une prise de conscience en faveur du développement industriel de l'Afrique. Chaque année, cette célébration permet de s'interroger sur les solutions à concrétiser pour lancer la campagne industrielle de nos pays en voie de développement et rattraper le fossé qui nous sépare des pays développés, communément appelés pays industrialisés. Quant à Moulay Ahmed Boubacar, ministre en charge du développement industriel et de la promotion des investissements, cette journée est célébrée sur le plan international sous le thème « Promouvoir des chaînes de valeur régionales en Afrique ». En plus de ça, un thème national propre à notre contexte, Made in Mali. Cette journée est célébrée au plan international sous le thème « Promouvoir les chaînes de valeur régionales en Afrique », un moyen pour accélérer la transformation structurelle de l'Afrique, l'industrialisation et la production pharmaceutique. En plus du thème international, un thème national propre à notre contexte et aux enjeux de l'heure a été retenu. Il s'agit du Made in Mali. Elle a pour objectif d'intégrer la problématique du développement industriel dans les priorités des politiques et stratégies nationales de développement socio-économique des pays africains. Ainsi, cette journée a pour but d'inciter les pays africains à s'engager davantage dans le processus de développement industriel, de susciter une prise de conscience au niveau mondial nécessaire à la mobilisation de l'appui international en faveur du développement industriel de l'Afrique, d'amener la communauté internationale à œuvrer résolument en faveur de l'industrialisation de l'Afrique. Selon Soumaïla Boubèye Maïga, Premier ministre du Mali, tous les défis ne sont pas celui de l'État, mais aussi ceux des promoteurs. Mais l'État est en train de mettre tout en œuvre pour la valeur de nos industries. Il faut reconnaître que tous les défis ne sont pas que du seul côté de l'État. Il y a aussi beaucoup de défis du côté des promoteurs. Mais déjà, il faut les féliciter parce que nous nous rendons compte qu'il y a un très gros potentiel de capacité nationale à condition que ces capacités bénéficient du soutien de l'État. Et ce soutien institutionnel, je crois, leur est acquis. Mon Mali préféré, ces derniers temps, j'ai beaucoup dégusté les produits agricoles qui ont été transformés en jus avec la marque Zaban, avec d'autres et tout ça. Et j'avais dit que nous allons tout faire avec le ministre et puis le ministre du Commerce pour leur trouver des points de vente spécifiques. Parce que tant que leurs produits vont être noyés dans les supermarchés, ils ne sont pas très visibles. Donc nous allons travailler à leur donner de la visibilité. Bon, et bien sûr, il y a beaucoup d'autres produits que je ne connais pas tous, mais nous ferons tout pour que la production nationale fasse partie du paysage de nos administrations et de l'ensemble des établissements qui relèvent de l'État. Cette cérémonie a pris fin par la coupure du ruban et la visite des stands.
La presse malienne était fortement mobilisée ce jeudi 29 novembre 2018 devant le tribunal de la commune 5 du district de Bamako pour exprimer leur soutien au confrère Boubacar Yalkoé, directeur de publication du journal Le Pays, pour le procès qui l'oppose à la Cour constitutionnelle du Mali, un procès qui a été reporté jusqu'au 13 décembre 2018. Reportage. Ici, nous sommes au tribunal de la commune 5 du district de Bamako où doit avoir lieu le procès de Boubacar Yalkoé, directeur de publication du journal Les Pays, qui l'oppose à la Cour constitutionnelle du Mali suite à sa publication sur l'affaire de 900 millions de francs CFA. Vu l'ampleur et la détermination de la presse malienne, le procès qui était prévu ce jeudi 29 novembre 2018 a été reporté du 13 décembre 2018. Sidiki Touré, président de l'ACEPT. Yalkoé est un membre de l'ACEP, de l'Association des éditeurs de la presse privée. Et la mission première assignée à l'Association des éditeurs de la presse privée, c'est la défense de la liberté d'expression et de presse. La liberté d'expression et de presse qui était une réalité hier, mais qui malheureusement est en train de se dégrader aujourd'hui avec les assignations bidons des journalistes. Nous avons compris qu'il y a l'Assemblée nationale qui a veillé à porter plainte contre nous. Il y a une autre institution et c'est la troisième fois aujourd'hui que les institutions portent plainte contre les journalistes. Nous nous sommes levés, nous avons mobilisé l'ensemble de la presse pour venir soutenir la liberté d'expression et de presse. Et là, on est vraiment satisfait pour la mobilisation d'aujourd'hui. Et à partir du 13, à l'audience du 13, il y aura beaucoup de monde encore parce que nous allons faire appel à nos mandants de l'intérieur qui viendront soutenir le pays, qui viendront soutenir la liberté d'expression. Je ne suis pas satisfait des consignations parce que si ça ne tenait qu'à moi, le tribunal allait demander une consignation de 500 millions à la Cour constitutionnelle. Donc 500 000 francs, c'est dérisoire. Un dernier mot, c'est de dire à la presse de rester mobilisée. La lutte ne fait que commencer. C'est une lutte, quand on porte plainte contre un journal, c'est une lutte qui est vraiment ouverte. Et nous sommes obligés de nous assumer pour que la liberté de presse soit une réalité encore une fois au Mali. Maître Demba Traoré, avocat du confrère Boubacar Yalkoé, nous donne des explications. Cette procédure a nécessité un déploiement impressionnant d'hommes en armes pour assurer la sécurité aujourd'hui. Je suis aujourd'hui à 24 ans d'avocat. Je n'ai jamais vu un tel dispositif lors d'une audience de ce genre. Nous avons une session d'assises aujourd'hui qui se passe présentement à la cour d'appel de Bamako. Vous pouvez faire un tour là-bas, vous ne verrez pas un tel dispositif. Donc ça veut dire que c'est cette citation directe qui a nécessité ce déploiement des hommes en armes. Qui paye ça? C'est l'État qui va payer ça. Et pour quelle raison? Surtout que la voie de la citation directe oblige les plaignantes à supporter les frais de justice, comme nous l'avons rappelé. C'est un procès qui commence aujourd'hui. Nous savons que ça commence aujourd'hui. Mais personne ne sait, personne ne peut vous dire quand est-ce que ça va finir. C'est ça le problème. Parce que si le tribunal rend une décision, la partie qui n'est pas contente a la possibilité de relever appel ou de faire pourvoi en fonction de la nature de la décision. Donc ça veut dire que c'est un procès qui peut aller loin. Et c'est pourquoi nous avons proposé ce montant de 900 millions, puisque chaque fois, s'il faut déployer ce dispositif, mobiliser les hommes en armes, mobiliser les camions de l'État, mettre du carburant, faudrait-il que celui qui est à la base de cette procédure paye les frais. Maintenant, puisque le tribunal, c'est lui qui apprécie, le tribunal a apprécié la somme de 500 000. Il est aussi dit que, en cas de besoin, le montant de la consignation peut évoluer également. Donc, nous restons derrière cette décision du tribunal, contre laquelle d'ailleurs nous ne pouvons pas à l'instant exercer de voie de recours. Et nous attendons très souverainement et très sereinement le 13 décembre pour voir s'ils vont s'acquitter de cette consignation. Rappelons que c'est le troisième intenté par les institutions de la République à l'encontre des journalistes en une année. Vivement le 13 décembre pour la suite du procès. Dans le cadre de la première édition du Salon national des professionnels de la couture au Mali, les organisateurs ont tenu une rencontre avec plusieurs personnalités, notamment Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, afin d'échanger sur le déroulement de ces salons. C'est la salle de conférence de l'Assemblée permanente des chambres de métiers qui a servi de cadre à l'événement. Reportage Kadiatou Guindo, Oumar Traoré.
Cette cérémonie a été organisée dans le cadre du Salon national des professionnels de la couture du Mali, placé sous le haut patronage du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, chef du gouvernement. Ainsi, Amidou Traoré, président de la coordination des artisans du district de Bamako, nous parle de la motivation de ce salon et nous parle du déroulement du salon. Eh bien, c'est l'engouement des tailleurs qui a motivé ça. Après avoir reçu le code de l'UEMOA sur l'ensemble de l'artisanat, avec l'implication de la FNAM et de la PCM, les tailleurs ont pris l'initiative d'eux-mêmes pour faire leur propre plaidoyer auprès des hautes autorités du Mali pour chercher le marché public, parce que vu la conquête des marchés, vu les concurrences et puis tout ce qui se passe, les tailleurs aujourd'hui sont en train de chômer, pendant que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. J'avais dit tantôt à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, qu'un tailleur peut employer au minimum 5 personnes. Et si les tailleurs ont ce marché, ça peut créer d'emplois, ça peut aussi booster l'économie du Mali, parce que l'emploi c'est beaucoup trop vaste et les tailleurs sont vraiment des acteurs principaux pour l'artisanat, étant le plus nombreux des artisans. Ce salon va se passer sur 2 journées. Nous avons prévu de faire ça en mois de février, le 21 et 22 février, au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, sous le haut patronat de son Excellence M. Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre, chef de gouvernement. Ce salon va se dérouler en 2 journées, dans lesquelles il y aura 5 principaux enjeux. Il s'agit là de parler entre autres de l'acquisition des marchés publics, de la formation professionnelle, de l'équipement, du financement, ainsi que de l'organisation, que Madame a insisté beaucoup sur ça ce matin. Donc nous pensons que si les tailleurs du Mali se mettent ensemble, pour réfléchir ensemble, pour mettre quelque chose sur papier, pour aller présenter au gouvernement, aux plus hautes autorités, nous pensons qu'avec cette résolution, nous serons bien à mesure de prendre ces marchés-là au nom de l'ensemble des tailleurs pour exécuter et pour bien faire et pour aussi développer le Mali. Spécifiquement, cela c'est pour montrer à l'autorité que nous savons bien faire ces tenues-là, parce que c'est là où il y a la crème du marché, parce que c'est là-bas où on peut parler de milliards, parce que nous sommes très nombreux, les couturiers, c'est l'ensemble de toutes les régions. Donc il faut viser le grand marché pour avoir plus d'opportunités d'offrir aux tailleurs. Donc c'est pourquoi nous avons mis à l'avant les tenues militaires. Mais nous savons faire aussi d'autres tenues et que j'ai eu à citer un peu dans mon discours, les tenues de la santé, les tenues des entreprises minières, les tenues scolaires, les tenues de travail, etc. J'en pense. Donc, et même les tenues que les gens portent couramment pour s'habiller. Nous sollicitons vraiment auprès du gouvernement, puisqu'on a demandé aujourd'hui, on a sollicité à Madame d'être notre porte-parole auprès du gouvernement pour que le gouvernement puisse nous faire confiance et nous donner ces marchés-là. Plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, notamment Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Nina Waleta Intanou. Elle s'est dit honorée. Bon, mon souhait c'est que ce salon se passe bien et nous demandons la présence, parce qu'il y aura la présence de tous les tailleurs au niveau des régions, aussi bien qu'au niveau du district de Bamako. Donc l'appel qu'on leur lance, c'est que vraiment qu'ils arrivent à sortir des bonnes résolutions pour mieux s'organiser, surtout pour pouvoir aujourd'hui même, l'objectif de ce salon d'ailleurs, c'est pour effectivement montrer à l'État, à la population malienne et au gouvernement que les tailleurs du Mali sont capables aujourd'hui de fournir vraiment toutes les commandes publiques, aussi bien que les artisans, que ce soit au niveau des tenues militaires, que ce soit au niveau des galons, que ce soit... je pense que vraiment ce salon va permettre aux tailleurs de s'organiser mieux, d'avoir vraiment des solutions pour qu'ils puissent avoir accès à ces commandes publiques-là. La cérémonie a pris fin par un défilé en tenue de l'armée malienne afin de montrer au gouvernement qu'ils peuvent aussi le faire et qu'il n'est plus nécessaire d'amener ce marché ailleurs. Ainsi, il est nécessaire de noter que le 10 salon se tiendra du 21 au 22 février 2019 au Palais de la Culture. Vivement cette première édition.
Les élus de la nation ont adopté la loi organique relative à la prorogation de leur mandat de 6 mois par 137 voix pour 0 contre et 5 abstentions. Belkoba, député de la majorité, nous donne ses impressions sur cette prorogation. C'était au micro d'Angèle Koulibaly et de Sidi Mahaman Sidibé. Vous savez que ce soit la prolongation de 2012 ou bien de celle de cette année, nous le faisons par rapport à la situation exceptionnelle. Il faut le mettre dans ce cadre. Et c'est pour permettre à la bonne marche des institutions du pays. Vous avez vu pendant un moment, le président de la République avait soumis un programme de référendum pour une réforme constitutionnelle. Vous avez vu tout le bruit qui s'en est suivi. Et pendant les élections présidentielles, vous avez tous les candidats sont d'accord pour que nous ayons à cette réforme constitutionnelle. Personne n'a remis ça en cause. Alors si aujourd'hui nous sommes tous d'accord que cette constitution de 92 doit être modifiée, nous pensons que on doit permettre à cette institution d'avoir une certaine prolongation pour aider l'État à parfaire toutes ces réformes que nous pensons indispensables, tout comme la majeure partie du pays. Voilà les soucis qui nous a guidés, en tout cas nous, à voter cette prolongation. Je le dis, je le répète, pour nous, cette prolongation, nous ne l'avons pas souhaitée, nous ne l'avons pas non plus faire de ça comme si c'est un bonus quelconque que nous cherchons, non, mais c'est pour le bien-être du Mali. Et le Mali, nous le mettons au-dessus de tout. J'ai dit parce qu'il y a beaucoup de gens, j'entends des hommes politiques qui disent que c'est anticonstitutionnel. J'ai dit que la prolongation de 2012, si ces mêmes hommes politiques qui étaient là à l'Assemblée comme députés en son temps, ou bien des hommes politiques qui ont été prémis pendant la transition, je pense que c'est le mandat prolongé des députés qui a permis à notre pays de prendre beaucoup de textes qui nous ont permis de sortir de la crise de 2012. Et je pense que nous nous retrouvons dans une situation exceptionnelle. C'est pourquoi nous avons demandé à tout le monde, opposition comme majorité, et le résultat, vous l'avez bien suivi, que tous les députés sont conscients aujourd'hui qu'il faut aller à cette réforme, à cette prolongation pour que ces réformes puissent aboutir, en tout cas dans le délai le plus bref. Voilà un peu, madame, les raisons qui nous ont poussé en tout cas à voter cette loi de prolongation. Bon, la réaction du gouvernement, vous l'avez suivi, le gouvernement qui est venu défendre le projet. Donc le gouvernement ne peut pas avoir une autre réaction qu'une réaction positive. Un projet qu'ils ont soutenu, que la majorité et l'opposition, dans la presque unanimité, a voté. On voté, disons, la majorité et l'opposition ont voté. Je pense que le gouvernement ne peut que s'en réjouir. Et nous demandons, profitons donc de l'occasion pour demander au gouvernement d'aller plus vite, que toutes ces réformes qu'on ne puisse pas encore nous enliser dans des situations qui nous vont nous amener à regretter même pourquoi on a fait cette prolongation. C'est ce qui est surtout dangereux. Moi, mon mot de fin, c'est d'abord, j'invite toute la classe politique, toute la société civile, l'ensemble de tous les Maliens, à quelque niveau qu'ils se trouvent, de mettre le Mali au-dessus de tout. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une situation très difficile. Et si ce n'est pas l'effort de l'ensemble des Maliens qui acceptèrent leurs égos, qui acceptèrent toutes les considérations politiques, politiciennes, pour se donner la main, pour que le pays puisse sortir du trou dans lequel il se trouve. Si j'ai dit trou, on a vu en 2012 comment on était. Dieu merci, aujourd'hui au moins on est à la surface. Il faut bien quand même qu'on
qu'on puisse encore grandir davantage et que cette période trouble soit vraiment un mauvais souvenir pour les Maliens. Donc, j'invite tout le monde, et en commençant d'abord par les plus hautes autorités du pays. Il faut que les plus hautes autorités du pays comprennent que la gestion de ce pays aujourd'hui n'est pas une gestion d'un pays normal. Nous sommes dans un pays en difficulté et il faut continuer le dialogue politique. Quel que soit le comportement des uns et des autres, en un moment, on peut le comprendre, mais ce qui est important et ce qui est sûr, c'est que quand il s'agit du Mali, tôt ou tard, on se retrouvera. Les syndicats libres des travailleurs des affaires étrangères ont décidé d'aller en grève de 72 heures à compter du 10 décembre 2018. 3 points de revendication sont à l'ordre du jour. Reportage. Après leur assemblée générale, les syndicats libres des travailleurs des affaires étrangères du Mali ont décidé d'aller en grève de 72 heures à partir du 10 décembre. Hassan Diallo, secrétaire général du Sultan. On a déposé un préavis de grève le vendredi passé. Un préavis donc de 72 heures. Donc ce préavis fait suite à une assemblée qu'on a tenue donc le jeudi passé. Et lors de cette assemblée extraordinaire, donc l'ensemble des travailleurs du ministère des Affaires étrangères, compte tenu de notre condition de vie et de travail, ont décidé de déposer un préavis de grève et de 72 heures. L'un des premiers points, c'est d'abord la mise en route de nos camarades et collègues qui ont été nommés suivant l'arrêté de nomination 2018-2530 du 16 juillet 2018. Le second point qui nous a motivé aussi à aller en grève, c'est rappeler nos différents textes. Et nos différents textes, ça, c'est des revendications qui ne datent pas d'aujourd'hui, c'est par rapport à la relecture de 2 décrets. Ces 2 décrets ont déjà fait le circuit administratif, ils sont passés en RI, en réunion interministérielle, et que ça a été même sur la table du ministre des Finances, et que nous n'avons pas de feedback. Nous ne savons pas actuellement où se situent donc nos 2 textes. Et là, il s'agit précisément donc du décret fixant les avantages accordés au personnel administratif et technique dans les missions diplomatiques et post-consulaires du Mali, et le décret fixant la valeur du point d'indice de traitement du personnel occupant certains emplois dans les missions diplomatiques et post-consulaires du Mali. Le dernier point, il s'agit aussi de notre statut, du statut du corps diplomatique de la République du Mali. Donc déjà, sur nos protocoles d'accord, on a déjà eu à travailler sur le statut et que l'avant-projet du statut est déjà fini et qu'il est temps aujourd'hui pour l'administration du ministère des Affaires étrangères de mettre le dû statut dans le processus d'adoption. C'est rare de nous voir partir en grève, c'est rare de nous voir mener ou poser des actes, mais cette fois-ci, nous sommes à bout. Nous sommes vraiment à bout. Sur ça, j'invite nos syndiqués, surtout l'ensemble des travailleurs du ministère des Affaires étrangères, qui sont non seulement au niveau du département central, mais aussi dans les missions diplomatiques et post-consulaires, de rester mobilisés, soudés, et qu'ensemble nous allons pouvoir réaliser nos desseins ensemble. Le CITAI invite tous les travailleurs du ministère à rester soudés et mobilisés pour une victoire commune. L'honorable Belkoba, élu de Nyono et membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a fait le point sur les dispositions prises par la dite commission face à la sécurité au centre du pays. C'était au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Propos recueillis, Fatimata Koulibaly, Moussa Timbini. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation beaucoup plus grave que ce qui se passe au nord. Vous voyez aujourd'hui, pratiquement, le nord, on n'en parle même plus. On ne parle que du centre et du centre. Et ce qui a été grave, c'est l'amalgame entretenu pour des raisons que moi je ne connais pas. Parce que entre les communautés aujourd'hui qui s'affrontent, c'est quoi? Du côté de la zone exondée, c'est les Peuls et les Donzo, en fait composés en majeure partie des Dogons.
Et de l'autre côté, du côté de la zone inondée, jusqu'au côté de Nyono, c'est les Donzo Bambara. Le rôle des élus, je vais vous dire, on a joué un rôle. Nous sommes ici élus. Moi, je ne suis pas élu de Koro. Je suis de Koro, je ne suis pas élu de Koro. Mais j'ai participé en tant que ressortissant du cercle de Koro pratiquement à toutes les activités organisées soit par le gouvernement, soit organisées par les associations des ressortissants du cercle de Koro pour trouver une solution à ce problème. Les députés de Koro, députés de Bankas, députés de Banyangara, on s'est réunis à plusieurs reprises. Nous avions fait des déplacements avec l'administration, je vais dire les gouvernements, les membres du gouvernement. Bon, mais j'avoue que je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Parce qu'il y a toujours l'esprit partisan. Il y a toujours l'esprit partisan qui est là. Quand tu vois certaines atrocités, tu ne peux pas résister. Je ne vais pas livrer les secrets de la commission de défense ici, mais je sais que chaque fois qu'il y a eu des problèmes, la commission de défense a interpellé les ministres en question, les chefs d'état-major. Et nous les avons écoutés tous. Nous faisons le compte rendu au niveau de l'Assemblée nationale. Et je sais que les élus de la nation ont adopté la loi organique relative à la prorogation de leur mandat de 6 mois par 137 voix pour 0 contre et 5 abstentions. Honorable Modou Djaï nous explique pourquoi il s'est abstenu au cours d'un entretien qu'il a accordé à notre équipe de reportage. Angèle Koulibaly et Sidi Mahaman Sidibi. Comme vous le savez, concernant le projet de loi portant prorogation des mandats des députés, moi je me suis abstenu lors donc du vote, parce que j'ai estimé premièrement que l'incapacité du gouvernement à organiser des élections à bonne date était quelque chose qu'il fallait considérer, et qu'en tout état de cause, malgré le fait qu'il y a un avis de la Cour constitutionnelle que nous respectons, mais nous ne partageons pas, parce que nous pensons qu'au-delà de 5 ans, tel que prévu dans la Constitution, une prorogation du mandat de député violerait la Constitution. Donc pour toutes ces raisons, je me suis abstenu lors du vote de ce projet de loi. Le gouvernement avait quand même 5 ans pour préparer cette élection. Et d'ailleurs, ça pose un autre problème. Pendant 5 ans, et ce n'était pas du tout dû au fait également que nous, en tant que l'opposition, que nous n'avons pas rappelé le gouvernement. Les différents premiers ministres, les 3 derniers, à savoir Modibo Keïta, Abdoulaye Idrissa Maïga et même Soumeylou Maïga, à l'occasion de la présentation de leur déclaration de politique générale, nous avons attiré leur attention que les mesures contenues dans ces documents ne prenaient pas en compte du tout l'urgence des questions électorales et notamment les réformes qu'il fallait faire pour réussir des élections crédibles et transparentes dans notre pays. Non, mais nous allons travailler, parce qu'une fois que la loi de la majorité va passer, nous serons là encore pour jouer notre rôle d'opposition. Parce que sans nous, là, il est difficile que l'opposition soit bien animée et nous ne sommes pas prêts du tout à laisser la majorité et le régime seuls faire les réformes indispensables dans notre pays. Un jeune opérateur économique a été lâchement assassiné en pleine journée le week-end dernier à Gao pour montrer leur mécontentement face à cette insécurité grandissante au nord du pays. Les jeunes ont pris d'assaut leur rue. Pour plus de précisions sur la situation, Kader Touré, notre correspondant sur place, est joint au téléphone par Moussa Tembini. Une nouvelle est tombée sur la cité des Askia ce week-end comme une bombe. Il s'agit de l'assassinat de Ablaye Omar, communément appelé Ablaye Opiten, un jeune opérateur économique, un richissime opérateur économique qui participe à la vie économique et sociale de la cité depuis belle lurette. Ablaye Opiten sortait de son bureau avec 2 de ses compagnes chauffeurs lorsque des individus au nombre de 4 ont surgi dans une 4x4 qui ont ouvert le feu. Le garde-corps est tombé et mort sur place. Il y avait espoir par rapport aux 2 autres
Mais beaucoup plus tard à l'hôpital, 2 heures plus tard, on annonce le décès de ce jeune opérateur économique très connu dans la cité, très connu à travers le pays. C'était un sentiment de stupéfaction, de tristesse dans la ville de Gao. Pratiquement ces dernières 48 heures, il n'y a pas eu de vie à Gao, que tout le monde est concerné par rapport à cette nouvelle. Ablaye Opiten donc qui est décédé. Toute la population se mobilise aujourd'hui pour participer à ces obsèques prévues pour demain mercredi. On annonce d'ailleurs l'arrivée des officiels venant de Bamako. Ses parents vont quitter un peu partout à travers le monde, la France, la Chine, le Niger, Bamako, pour participer à cette cérémonie de prise du corps de Ablaye Oumar Maïgadi, Ablaye Opiten. Voilà ce que nous pouvons dire en ce moment dans cette situation qui rentre dans le cadre global de l'insécurité qui frappe notre pays, particulièrement ici à Gao, dans la région de Gao, où pratiquement tous les jours on annonce des cas de ce genre. C'est malheureux. Ainsi va la vie. En tout cas, les obsèques sont prévues pour demain, mercredi, aux alentours de 13h. C'est loin d'être un incident quelconque. Ces gens sont venus pour ce jeune opérateur économique. Les raisons, on ne peut pas les dire aujourd'hui. Est-ce des collaborateurs? Est-ce un règlement de compte pur simple? Des cas de tentative de vol? Non, personne ne peut l'affirmer aujourd'hui. En tout cas, une enquête a été ouverte, des poursuites ont été organisées pour aller à la recherche de ceux qui ont commis cet acte. Mais pour l'instant, c'est le flou total par rapport au mobile de ce crime. Après la Libye et l'Algérie, le gouvernement malien et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur préparent le rapatriement de près de 100 Maliens vivant en situation difficile en Angola. Mamadou Lamine Ban, chargé des affaires sociales et des questions migratoires au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, nous en dit plus. Il est au micro de Amaraba Diallo et de Oumar Traoré. Pour aborder les questions brûlantes, aujourd'hui, les regards sont focalisés principalement sur le cas de l'Angola, et on sait que traditionnellement la Libye et l'Algérie font partie des pays chauds. Mais aujourd'hui, tous les regards sont focalisés sur la situation de nos compatriotes en Angola. En fait, l'opération Rescate, il faut le dire, ne concerne pas que nos compatriotes, ça concerne tous ceux qui vivent sur le territoire angolais. Les contrôles sont divers et il y a plusieurs axes de contrôle, 12 axes de contrôle. Mais ce qui nous concerne, la situation à Luanda, où la plupart de nos compatriotes sont les activités commerciales, la phase est dans la phase sensibilisation. Pour le moment, à Luanda, c'est la sensibilisation pour que les gens se conforment aux lois et règlements du pays, tant au niveau des titres de séjour qu'au niveau des activités professionnelles, commerciales, fiscales, etc. La situation est calme à Luanda, tandis que la situation est un peu, disons même, très instable dans les deux Lunda. Les deux Lunda, c'est les régions du pays, ce sont des zones diamantifères, le Lunda Norte et le Lunda Sul. Et dans ces zones-là, notamment à Lukapa, Kafufu, Diaz, Saurim, Wambo, ce sont des zones diamantifères. Dans ces zones-là, l'opération Resgate est plus forte, plus contraignante pour ceux qui exercent dans cette zone-là. Ça frappe tout le monde, et y compris nos compatriotes. Et nous avons des estimations de 30 000 Maliens en Angola. Mais ceux qui sont dans les bases de données, qui sont recensés dans les bases de données de RAVEC, c'est 7 500. Et parmi ces 7 500, il y a 750 qui ont des titres de séjour. En fait, nous avons un dispositif permanent qui a été mis en place. Ce dispositif permanent au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et au niveau du gouvernement, il y a un dispositif que, par décision du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Yaya Sangaré,
a mis en place un comité de crise. Ce comité de crise, il comprend plusieurs départements ministériels et services techniques. Et nous aussi, au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le président Habib Silla a pris la décision de mettre en place un comité de crise en Angola, qui travaille là aussi étroitement avec la mission diplomatique et consulaire. Donc la situation est suivie heure par heure. Nous suivons la situation heure par heure pour recueillir les informations sur les Maliens qui ont des problèmes vis-à-vis du séjour, du titre de séjour, ou bien vis-à-vis des problèmes fiscaux, commerciaux, etc. Dans ce cadre, il y a souvent des gens qui sont en détention. Le conseil de base, lorsqu'il est au courant de ces situations-là, en visitant les centres de détention, il donne l'assistance humanitaire, c'est-à-dire il apporte les gens le réconfort, il les apporte à manger et à boire le plus souvent nécessaire dans ces centres-là où le plus souvent les autorités angolaises n'ont pas de dispositif d'accompagnement des personnes qui sont détenues. Et lorsque nous avons le nombre de personnes qui sont détenues, nous en faisons la liste et nous faisons une requête auprès de la mission diplomatique et consulaire pour qu'on établisse les titres de voyage pour ces personnes-là. Il arrive que certaines d'entre elles ont leurs propres moyens pour acheter le titre de voyage. Il arrive que d'autres, pour des raisons financières, économiques, qui sont très dures, après l'arrêt des activités dans cette zone, ne peuvent pas payer eux-mêmes leur titre de transport. Et dans ce cas, nous demandons l'appui de l'État et de ses partenaires pour un retour assisté. Le retour assisté peut être financé directement sur le budget national et ça peut être financé aussi par les partenaires de l'État, en l'occurrence l'OIM. Pour le cas de l'Angola, il y a des mesures qui ont été prises pour que la situation soit gérée. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de personnes dont les titres sont prêts, les titres de voyage et de transport sont prêts pour qu'ils regagnent le pays à travers l'assistance, le retour assisté du gouvernement malien. Ça, c'est le dispositif de l'Angola. Bon, l'autre dispositif qui est plus ancien, le dispositif qui est mis en place depuis mai 2017 au niveau de la Libye, c'est un dispositif de vol charter. Nous avons eu à enregistrer 16 vols depuis le 1er janvier, 16 vols qui ont ramené à peu près 2336 personnes, sauf erreur de ma part. Donc c'est ce dispositif qui existe. L'affrètement, c'est un affrètement de l'OIM en partenariat avec le gouvernement du Mali. Les retournés volontaires qui arrivent sont accueillis à l'aéroport. Nous les accueillons à l'aéroport même sur le tarmac. Ensuite, nous les conduisons ici et au niveau de la Maison des Maliens de l'extérieur, le centre d'accueil qui est opérationnel depuis plus de 5 mois maintenant. Le dispositif permet d'héberger les personnes qui sont de retour. Ensuite, il y a une assistance psychosociale et il y a une assistance médicale, l'enregistrement et les frais de mise en route, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas de Bamako, c'est tout le monde même, bénéficie d'une pécule pour rentrer, une pécule de 50 000 francs pour se déplacer, pour aller rejoindre les familles. Voilà donc les dispositifs qui existent. Ça, c'est les dispositifs opérationnels immédiats. Il y a d'autres dispositifs de réinsertion qui sont un peu plus lentes parce que qui demandent, après le profilage, de voir qui peut faire quoi et avec quelles ressources. Donc, avec les ressources disponibles, les personnes les plus vulnérables sont prises en charge pour leur réinsertion par une activité économique. Ça peut être une activité individuelle, ça peut être une activité collective, ça peut être même une activité communautaire en lien avec les collectivités décentralisées. Donc voilà en gros les dispositifs qui sont en place. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur
est un des éléments de participation de tous les dispositifs et nous nous en félicitons. Ismaïla Dé, conseiller technique chargé du plan sécuritaire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, nous donne des explications sur la situation sécuritaire au centre du pays. Il a également parlé des stratégies que le ministère a mises en place pour mettre fin à cette crise sécuritaire. Propos recueillis Fatimata Koulibaly, Moussa Timbini. Concernant ce plan, nous pouvons dire que ça a été une satisfaction car nous avons pu réaliser les élections dans les 2 régions, notamment Mopti et Ségou, dans les bonnes conditions et grâce à ce plan-là. Et le plan nous a permis de couvrir d'abord le fleuve, la zone inondée, la zone exondée et les zones frontalières entre le Mali et le Burkina Faso, d'une part, et d'autre part entre le Mali et la Mauritanie. Conformément aux 4 volets, notamment le volet sécurité, le volet développement économique et social, le volet gouvernance et le volet communication. D'abord, le volet sécurité, ça c'est ce que j'ai déjà expliqué. Nous avons pu couvrir en matière de sécurité beaucoup de localités. Au niveau du volet gouvernance, il y avait des préfectures, des sous-préfectures où il n'y avait pas les chefs, les préfets, les sous-préfets. Vers Mopti, nous avions une vingtaine de localités sans responsable. Et Ségou, il y avait une dizaine. Nous avons pu combler ces vides. Au niveau du volet développement, les écoles, les centres de santé et les réseaux de communication ont pu reprendre partout où la sécurité a été rétablie. Concernant le volet communication, le ministère de la Sécurité a mis en place le plan cadre pour le renforcement des liens entre les forces de sécurité et les populations. La stabilisation de cette zone demande du temps. Ça demande aussi la contribution de tous les fils du pays. Ce qui se passe dans cette zone est très compliqué et les problèmes entre éleveurs et cultivateurs ont toujours existé. Maintenant, ça devient de l'amalgame, mais avec le retour de l'administration, il faut compter avec le temps pour apaiser les esprits. On ne peut pas dire qu'il n'y aura plus d'incidents, mais quand même la présence de l'administration, appuyée par les forces de sécurité, va permettre de diminuer beaucoup l'insécurité dans cette zone. Avec les recrutements en cours, on va continuer à pourvoir les zones en fonction de l'insécurité. Le dernier mot, c'est un appel à tous les Maliens que la culture de la paix est l'affaire de tous. Il faut de la patience, de la persévérance et du pardon. Merci. Les enfants de la rue survivent plus qu'ils ne vivent dans la rue. Leur quotidien les confronte à une violence constante. Le phénomène des enfants de la rue est un phénomène universel dans tous les continents au monde et le Mali n'est pas épargné. Ainsi, notre équipe de reportage a approché les services d'aide mobile d'urgence sociale SAMU Social afin de connaître plus sur le quotidien de ces enfants. Alou Koulibaly, directeur général de SAMU Social, il est au micro de Kadiatou Guindo et de Omar Traoré. Les enfants des rues sont effectivement une population, une catégorie sociale très vulnérable et exposée à plusieurs risques et dangers. C'est des enfants déjà qui quittent la famille fragilisés sur le plan psychologique parce que le plus souvent les raisons de cette séparation avec les familles sont liées à des conflits, à des mésententes, à des violences.
Donc ils arrivent déjà en rue très fragilisés et en rue effectivement qui est un lieu de non-droit. Donc les enfants sont exposés à plusieurs risques. Déjà les risques sanitaires parce que les conditions de vie sont assez précaires, donc assez difficiles. Ils sont exposés à toutes les intempéries, donc des conditions de vie insalubres. Donc les risques sanitaires et épidémiologiques font partie des premiers risques de ces enfants. Alors à cela s'ajoutent les violences auxquelles ils sont exposés. Violences de toute nature, donc y compris violences sexuelles, mais des abus économiques aussi. Donc ces enfants sont victimes de ces genres de phénomènes. Alors parmi les maladies les plus répandues chez ces populations, nous pouvons citer les IST, y compris le VIH-Sida. On sait que c'est des populations qui sont vraiment exposées à cette pathologie. C'est une des pathologies, parmi tant d'autres, mais c'est l'une des pathologies les plus fréquentes chez ces enfants. Alors, c'est des populations qui sont stigmatisées donc, par la population et pour cette raison de stigmatisation, c'est une population qui est souvent victime de violences physiques, de violences verbales, de violences psychologiques. Donc, c'est une population victime de rejet donc, par la population et c'est ces rejets qui fait que c'est des populations qui n'ont pas accès aux services sociaux de base. Alors, le rôle du SAMU social, c'est de contribuer à la lutte contre l'exclusion sociale des enfants des rues à Bamako. Nous sommes une ONG à but non lucratif. Et dans ce cadre-là, nous avons un programme composé de 2 volets essentiels, un volet médical et un volet psychosocial. Alors, dans les volets médicaux de notre programme, alors, nous avons une intervention permanente auprès des enfants des rues sur leur site de vie en rue. Alors, au cours de quelques interventions, alors, nous leur donnons des soins en ambulatoire, mais au besoin, nous les accompagnons vers les structures médicales pour des soins spécialisés en ambulatoire ou pour des hospitalisations. Alors, dans les volets médicaux, enfin psychosocial de notre intervention, alors, il consiste à identifier ces enfants, alors, à nous imprégner de leur situation, c'est-à-dire leur vécu avant la vie en rue et leur vécu au quotidien dans la rue, de nous imprégner de leurs difficultés et de leur proposer notre aide dans le cadre de leur protection. Alors, parler du chiffre de la population des enfants en rue à Bamako est chose très difficile parce que jusque-là, nous ne disposons d'aucune statistique officielle sur la taille de cette population. Et nous ne disposons que des estimations, donc des intervenants auprès de ces populations. Nous savons qu'à notre niveau au SAMU social ici, chaque année, nous identifions environ 1000 à 1200 enfants en situation de rue. Mais nous pouvons globalement estimer à la population d'enfants des rues à Bamako à 5000, 4000, voire davantage. Parce que c'est un groupe qui inclut plusieurs catégories d'enfants. Alors les enfants mendiants font partie, les enfants travailleurs dans la rue font partie, les enfants qui sont totalement en rupture familiale pour diverses raisons font partie. Donc les enfants des rues, ils englobent toutes ces catégories d'enfants donc, qui sont en rupture totale ou partielle avec les familles, donc qui errent dans la rue pour diverses raisons et qui sont exposés à plusieurs difficultés et risques. L'appel que nous avons à lancer, c'est vraiment un appel à plus de responsabilités. Plus de responsabilités parce qu'à entendre ces enfants, à les côtoyer et même à les accompagner dans les familles, dans le cadre des médiations, on s'aperçoit que de plus en plus, alors nombreux sont vraiment les parents qui fuient leurs responsabilités. Alors, il peut y avoir des raisons à cela, fragilité économique, manque de ressources, mais en aucune manière la place d'un enfant ne doit être dans la rue. Dans la rue, l'enfant est exposé à tous les dangers. C'est à quoi on peut penser et c'est à quoi on ne peut pas penser. On ne peut pas imaginer les difficultés, les souffrances, les stress que ces enfants-là endurent au quotidien dans la rue. Pour une sortie de crise, selon Mahamadi Sidibé, professeur à la faculté des lettres, langues et sciences du langage, il faut une synergie d'action et c'est ensemble que la paix pourra régner au Mali, que tu sois de la majorité ou de l'opposition. Il a profité de notre micro pour appeler les uns et les autres à l'unité et à la cohésion sociale. Vous savez, les politiques ont leur appréciation, les citoyens lambda ont ses appréciations
Et nous, en tant que sociocritique, j'ai mes appréciations aussi. Bon, chacun son rôle. Les politiciens, c'est un acteur. Souvent, pour trouver la solution à certains problèmes, ils dramatisent davantage le contexte de la situation. Je pense que c'est une mise en scène pour soulever des passions et amener les gens à oublier l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est d'abord apaiser le contexte politique de tensions entre la majorité et l'opposition. À mon avis, si on arrivait à résoudre ces premiers conflits, donc le reste trouverait facilement des solutions. Bon, la situation sécuritaire d'abord, elle est vraiment dramatique. Parce que chaque fois au centre, j'entends des tragédies, des gens qui meurent, des citoyens qui s'affrontent. Voilà, et le pays est immense. Vraiment, une seule armée pour faire face à tout ça, ce n'est pas facile. Donc, ça a des conséquences économiques et des conséquences sociales dramatiques. C'est ensemble qu'on pourrait trouver la solution à cette situation. C'est-à-dire entre les différents acteurs, c'est-à-dire la société civile, les acteurs politiques et les acteurs administratifs. Il faut qu'ensemble, et la justice, et l'armée, et la police, et les associations des localités, ensemble, il faut qu'on trouve la solution à ces problèmes à travers des concertations. Sinon, la situation du pays est inquiétante. Bon, la prolongation du mandat des députés, peut-être que, bon, je ne suis pas juriste, mais c'est nécessaire à l'heure actuelle. Et je crois que l'ensemble des 137 députés, ils ne peuvent pas quand même être aveugles. Ils doivent savoir l'intérêt du pays. À l'heure actuelle, comment, dans quelques mois, faire des élections saines et transparentes. À mon avis, il faut que la majorité et l'opposition se concertent davantage pour mettre en place des textes afin d'éviter les situations de crise que nous venons de vivre. Voilà. Et au sortir de telles situations, des élections pourront être transparentes, crédibles et apaisées. Donc la situation politique, ce n'est pas propre seulement au Mali. Vous savez que comparaison n'est pas raison, mais on a à peu près le même cas au Zaïre, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo. Donc c'est des intellectuels, c'est des cadres politiques. Donc, au Mali aussi, il y a des cadres politiques, il y a des intellectuels. Si tout le monde a la bonne volonté de sortir le pays de la crise, je crois que le pays sortira de la crise. Mais il faut que l'on s'écoute, que l'on dialogue. J'ai l'habitude de dire, dans tout dialogue, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Le mot dialogue n'est jamais totalement pacifique. Parce que Dia veut dire à travers les logos, c'est la circulation du discours, à travers le pôle de l'émetteur et le pôle du récepteur. Et il y a toujours une action diabolique, c'est-à-dire qui consiste à séparer le bien du mal. Donc les vainqueurs se verra momentanément victorieux et va dire que celui qui triomphe avec le bien. Donc les vaincus aussi aura le sentiment d'être vaincu, mais sur le camp du mal. Et il faut éviter en ce moment la vengeance du vaincu sur les vainqueurs. Voilà. Donc, et c'est la prise de conscience, le devoir national, le devoir du citoyen qui permettrait de réaliser un tel effort. Mon dernier mot, moi, je suis analyste, mais aussi j'ai ma position politique personnelle. Je crois qu'ensemble, il faut voir les textes qui ont permis d'organiser ces élections contestées et contestables. Contestables, tout le monde est unanime là-dessus, que ces élections ont vu l'argent comme acteur principal et que ces élections aussi ont vu des classes politiques déchirées. Et il faut recouvrir donc le tissu social par le dialogue et la concertation.
Pour éviter la fuite des cerveaux, selon Oumarou Diakité, coordinateur du projet Toctel Mali, il faut investir dans l'amélioration de la qualité des formations afin de ne pas laisser partir les jeunes à l'étranger. C'était au cours d'une interview qu'il nous a accordée. La fuite des cerveaux, ils sont pas tous partis comme ça parce qu'ils étaient menacés ici, non. Il y en a qui sont partis étudier, ils sont restés. Ça, c'est la fuite des cerveaux. Ils sont restés, ils ne sont plus revenus. Il y en a qui sont venus après leurs études. Ils ont vu que les conditions qu'on leur offre ne suffisent pas plutôt justement à satisfaire leurs besoins, même minimum. Il y en a qui, donc ils sont repartis. Donc pour nous, c'est une bonne opportunité, c'est une aubaine, hein, la fuite des cerveaux. C'est une aubaine pour nous, parce que ce qui rapporte au pays, on ne peut pas, incommensurable. On ne peut pas estimer ce qu'ils nous apportent. Que lorsqu'ils sont ici, si on fait venir tous ces gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Donc ils nous sont beaucoup utiles à l'étranger qu'en restant ici. Tout ce qu'ils nous apportent, c'est rien que vraiment permettre au pays, et par amour du pays, que le pays puisse aller justement au niveau, atteindre au niveau, sinon aller dans le sens du développement de leur pays d'accueil. Comme je l'ai dit tout de suite, ils vivent dans un environnement économique et scientifique très actif qui font qu'ils ont bien envie d'en faire bénéficier à notre pays, à notre patrie que nous aimons tous. Page santé à présent, terme général désignant l'ensemble des infections touchant tous les organes de l'appareil génital féminin. Les infections génitales proviennent généralement de l'extérieur du corps, le plus souvent par voie vaginale. C'est l'un des motifs de consultation les plus fréquents, selon Mamadou Aïdara, gynécologue au centre de santé de référence de Kalabankoro. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Sidi Mahaman Sidibi. L'infection génitale basse chez la femme est l'un des motifs de constatation les plus fréquents dans notre service. La preuve en est qu'on a fait une étude il y a moins d'une année de cela sur cet aspect infection génitale basse chez la femme. Nous avons constaté que pour chaque 100 femmes qui viennent consulter dans notre service, environ 12% font des infections génitales basses. Donc ça veut dire que c'est un véritable problème de santé. Et ça, c'est par rapport à celles qui sont venues. Sinon, nombreuses sont celles qui restent à la maison, qui vraiment endurent cette situation et qui peut engendrer beaucoup de conséquences. L'infection génitale basse, c'est une infection qui a un rapport avec la partie basse de l'appareil génital de la femme, de la vulve jusqu'au niveau du col de l'utérus, en passant par les canaux vaginaux. L'infection génitale basse peut se caractériser par certains signes qui peuvent orienter la femme à venir voir un agent de santé. Quand la femme constate que les pertes génitales deviennent de plus en plus abondantes et que ces pertes génitales s'accompagnent de démangeaisons, elles s'accompagnent de douleurs pendant les rapprochements, les rapports sexuels, elles s'accompagnent des mictions douloureuses quand elle urine, ça fait du mal. Elle s'accompagne de la fréquence élevée de la miction, chaque fois avoir envie d'uriner. Donc également, ça peut s'accompagner d'une odeur nauséabonde, des pertes blanches qui peuvent survenir donc, chez les femmes en question. Donc devant une telle situation, la femme doit aller voir un agent de santé pour pouvoir faire des investigations en fait d'apporter un traitement approprié. Mais cependant, il y a des pertes génitales qui surviennent sans que ça ne soit une infection génitale basse en soi. Chaque fois qu'il y a des pertes génitales d'aspect blanchâtre surviennent chez la femme qui ne s'accompagnent d'aucun signe que je viens de citer. Démangeaisons, brûlures, rapport douloureux, miction douloureuse, miction rapprochée. S'il n'y a aucun signe que je viens de citer qui n'est associé donc à cette perte vaginale et que ce n'est pas des quantités importantes,
et que ce n'est pas vraiment nauséabond. En ce moment, on appelle ça des pertes blanches physiologiques. Cela ne nécessite aucun traitement. Et on voit pour la plupart du temps que certaines femmes s'adonnent elles-mêmes à des traitements à domicile, en pensant que ces pertes-là sont des anomalies. Mais erreur, c'est des pertes qui sont physiologiques, qui ne nécessitent aucun traitement. Et ça ne nécessite aucune toilette vaginale intempestive. Sinon, cela peut entraîner une infection suite à ces toilettes intimes, internes. Donc, ça peut entraîner une détérioration de la flore vaginale et cela peut occasionner des infections génitales chez la femme. Les conséquences, quand il n'y a pas de prise en charge rapide et appropriée, peuvent aller donc à la complication de ces infections. Au lieu que ces infections restent au niveau génital bas, ça peut aller jusqu'au niveau de l'appareil génital haut, occasionner donc à des problèmes d'infertilité tels que la stérilité tubaire, qui est aussi une réalité dans notre contexte. Donc, au-delà de cette infection aussi génitale basse, il y a ce qu'on appelle des infections sexuellement transmissibles, donc qui peuvent survenir pour des patients, les femmes qui sont déjà mariées. Donc, en cas d'infection génitale basse, si c'est sexuellement transmissible, les partenaires ou les partenaires aussi peuvent être contaminés. Donc, ce que je veux dire là, c'est des mesures préventives qu'il faut vraiment adopter. Et pour ce qui concerne les jeunes filles qui ne sont pas mariées, qui sont des écolières, des étudiantes, donc la première des choses, c'est l'abstinence. Au cas où elles ne parviennent pas vraiment à faire cette abstinence, point de vue sexualité, au moins que la protection soit là par les préservatifs pour éviter non seulement l'infection, mais également des grossesses vraiment non désirées qui peuvent entraver beaucoup leur étude. Pour ce qui concerne les femmes enceintes aussi, ça peut aller donc à l'aggravation, à la complication, qui peuvent aller jusqu'à des fausses couches, aussi précoces que tardives, sinon à des accouchements prématurés, à des infections de l'enfant et à des infections de la femme même après l'accouchement qu'on appelle des endométrites, donc qui peuvent aussi se compliquer en donnant d'autres tableaux plus sévères. Enfin, sport pour boucler l'hebdo de cette semaine battu par leur homologue sud-africaine. Les Aigles du Mali ne joueront pas la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Les Banyana d'Afrique du Sud ont dominé les Aigles du Mali lors de la deuxième demi-finale des 0 ce mardi 27 novembre. Récité Amarababi Diallo. Malgré l'atteinte de leur objectif qui était de sortir de la phase de poule, les Aigles Dames du Mali rêvaient de jouer pour la première fois de l'histoire du football féminin malien la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais leur rêve a été brisé par les Banyana sud-africaines qui leur ont pris le dessus lors de cette deuxième demi-finale par le score de 2-0. À la 31e minute, l'attaquante sud-africaine profite d'une balle mal dégagée dans les 18 mètres maliens pour ouvrir le score. Les différents changements effectués lors de la deuxième période par les sélectionneurs n'ont pas suffi à établir la parité. Et les espoirs maliens seront éteints à la 82e minute lorsque le dossard numéro 2 sud-africain marque le deuxième but d'un tir de 40 mètres suite à un mauvais emplacement de la gardienne de but du Mali. La course pour le sacre est terminée. Il reste maintenant la course pour l'obtention du dernier ticket qualificatif de la Coupe du monde de football féminin dont la phase finale est prévue en 2019 en France. Ce ticket est l'enjeu de la petite finale entre le Cameroun qui a été battu par le Nigeria lors de la première demi-finale et les Aigles Dames du Mali ce vendredi 30 novembre. Alors, bonne chance aux nôtres. Voilà, c'est tout pour l'hebdo de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.